Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Cette semaine, nous allons parler bambou refendu. Nous allons faire une mouche très réaliste. Vous allez même la confondre avec les vrais. Et puis, on va aller prendre quelques truites dans un réservoir que l'on aime bien, les sources de Clarens près de Casteljaloux. Mais tout de suite, notre rubrique Environnement du pêcheur. Dans l'environnement du pêcheur cette semaine, je vous parle d'un phénomène qui est pratiquement pas connu, mais qui est, comme toujours, très important pour vous, tout simplement parce qu'il vous permet d'aller à la pêche à la mouche dans nos terrains et rivières de France, Navarre et dans toute l'Europe et le monde entier. Il s'agit de la migration compensatoire des larves d'éphémères. Alors, c'est un mot super, c'est grand et tout, c'est génial, mais bon, on ne comprend rien du tout. Mais vous allez comprendre. Tous les pêcheurs, même de base, savent que des insectes aquatiques ont une phase sous l'eau et ont une phase ensuite où ils sortent de l'eau. Il faut savoir que quand un insecte décolle de fond de sa rivière pour aller regagner la surface pour devenir un limago parfait, il est emporté par le courant. Il y a donc une première perte de terrain. L'émergence se fait ici, elle part, elle se termine là. Donc, même si c'est que 1 mètre, mais souvent c'est plutôt 20 ou 30 ou même plus, c'est une perte de terrain. Ensuite, quand la femelle pond ses œufs à la surface de l'eau, les œufs qui sont légèrement plus lourds que l'eau coulent, mais pas comme une pierre, mais tout doucement, donc il y a une deuxième perte de terrain. Alors si on est cohérent, on comprend de suite que depuis des millions d'années que ça se fait dans nos rivières, il n'y en aura plus des insectes dans l'eau parce qu'ils seront dévalés vers la rivière. Alors, comment ça se fait-il qu'ils sont toujours là? En effet, des chercheurs américains ont émis une hypothèse dans les années 60 en disant que des femelles imagos font un voyage en amont des rivières pendant la ponte pour faire une compensation. Mais c'est faux. On a trouvé dans les années 80, dans une rivière en Autriche, dans un projet qui est financé par la FAO, sur 100 ans sur une rivière, on a trouvé que ce ne sont pas les femelles qui font la compensation, mais les larves. Allons nous voir maintenant comment ça se passe. Dans cette rivière des Alpes, petite rivière, des chercheurs internationaux de tout le pays du monde regardent une rivière pendant 100 ans. Donc une partie d'avant, c'est les gens qui cherchent des invertébrés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé que la rivière, sur 100 mètres, donc toujours les mêmes 100 mètres qui sont regardés, ont trouvé que pendant une certaine période, à un certain moment dans l'année, on trouvait par exemple ici une certaine espèce d'éphémère. Ils les ont trouvés comment? Ils les ont trouvés en piégeant par des carottes. Donc des carottes dans l'eau. Ensuite, ils ont vu que, par exemple, 1 mois plus tard, on a trouvé la même ici. Et 1 mois plus tard, encore ici. Et ça a été superposé par d'autres insectes qui, eux, faisaient leur migration différemment, comme ça ou comme ça. Donc, on les a trouvés, disons, le 15 avril, ici, qui a été une heptagénidée, une larve plate ou une rampante, enfouie dans le substrat. Et 1 mois après, on les a trouvés ici, mais plus ici. Donc, on a pu prouver que ces larves font les migrations compensatoires. Il est clair pour vous l'importance de cette migration sur laquelle je reviendrai dans une autre émission ultérieurement pour vous expliquer des points supplémentaires. Si vous êtes dans une rivière et si vous êtes avec votre vadère en train de pêcher sous le gravier, pensez-y toujours qu'en dessous de vos pieds, à 50 cm, 90 cm de profondeur de substrat, vous avez les larves qui sont en train de migrer pour que vous ayez toujours le plaisir de pêcher à la mouche. Et je crois que c'est intéressant à savoir et très important. Alors c'est notre rubrique technique et matériel, c'est aussi aujourd'hui notre rubrique un petit peu nostalgique, c'est le bambou refendu. Dans technique et matériel, cette semaine, je vais vous parler du bambou refondu. Il est bien évident que l'homme a commencé à pêcher un jour avec une canne. Donc il a créé une prolongation de son bras pour avoir un levier, pour prendre des poissons plus loin.
aussi pour le ferrage, de ferrer mieux, et aussi pour le maîtriser par la souplesse de son matériel. Il a évidemment au début commencé dès du Moyen-Âge à prendre des noisettiers ou des coudriers ou des green hats, comme ils disent les Anglais, donc des bouts de bois entiers, tout simples, qui commençaient gros en bas, comme tous les arbres, et qui sont de plus en plus fins vers le haut. Donc ils ont eu quelque chose qui amortissait le choc par la plante naturelle. Ensuite, on a, avec des colonies importées en Europe, des bois exotiques, entre autres le bambou, et on a au début pêché avec des bouts de bambou tout simples. D'ailleurs, si on va aujourd'hui à la côte, à Biarritz, à Cap-Breton, dans le sud de la France, on voit toujours des gens qui pêchent à la plage avec des cannes en bambou entier. Quelle est la différence entre le bambou entier et le bambou refondu? Des gens vers des années 20, 30, 40 ont quand même trouvé l'idée intéressante de fendre le bambou dans sa longueur, de le mettre dans un gabarit, le raboter et le recoller et faire une canne à plusieurs morceaux. Comment ça marche? La section d'une canne de bambou refondu est hexagonale. Tout simplement parce qu'elle est faite de 6 morceaux de bambou qui partent tous dans le même sens. Donc, le bambou qui au début est rond a été fondu en triangle, qui ensuite ont été rabotés, qui ensuite sont rassemblés par 6. C'est génial et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En plus, on parle aussi de temps en temps des hollow peeled, c'est-à-dire ceux-là qui sont faits creux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour alléger le bois, on a inventé d'enlever une partie au milieu, donc on l'a limé, et donc après, la canne était quasiment comme nos cannes aujourd'hui, une canne moderne, creuse. Évidemment, on ne peut pas le faire sur toute la longueur, car sinon le bois sera trop fragile. Donc si on regarde une section triangulaire conique, donc comme toutes les cannes, on a enlevé ça et on a re-enlevé ça. Et là, on parle des hollow peeled, c'est-à-dire que ça a été limé tout simplement à la lime. Et donc, quand on met des 6 ensemble comme ici, on a la canne comme elle est faite. Ces cannes en bambou refondu, ça c'est une de Peson Michel des années 60, qui était une série américaine limitée à 40 exemplaires, se présente souvent avec 2 sillons. Donc 2 sillons, parce qu'un jour de pêche, le bois s'humidifie, et ensuite il faut surtout le laisser sécher, et donc le lendemain, si on va à la pêche, on prendra le deuxième. On a souvent aussi du particulier que le sillon et le talon de ce canne sont plus courts, et donc on a souvent des amortisseurs pour que quand ça aille dans son fourreau, pour que ça ne se casse pas. Donc c'est sûr que les cannes en carbone aujourd'hui sont plus employées et donnent des satisfactions par tous les côtés, mais je trouve quand même que le bambou refondu a quelque chose, c'est comme un vieux meuble, quelque chose qui a vécu, qui est superbe. Et bon, j'espère que vous allez en voir et vous allez même pouvoir en servir et prendre des grosses truites ou des saumons avec. Je vous avais promis une mouche très réaliste. Alors là, moi, vraiment, c'est une mouche que j'adore faire. Et si je m'écoutais, j'en remplirais des pleines boîtes, tellement elle est géniale. Cette semaine, nous allons fabriquer une mouche, je dis bien fabriquer et pas monter, qui paraît vraiment superbe, sublime, comme les imitations de Hubert Duprat, qui fait des porte-bois ou porte-fées baroques. C'est une longue histoire, c'est un artiste qui est peintre, sculpteur, et qui fait des sculptures vivantes. En effet, il prend dans des cévennes, dans des ruisseaux cévenols, des porte-bois, donc des larves de trichoptères, les ramène chez lui, les extrait de leur tube, de leur fourreau, et les pose dans un aquarium qui est tapis de miettes d'argent et de l'or et des pierres précieuses. Et ces larves-là qui font leur cocon
reconstituent dans la nuit leur cocon entièrement de l'or. Et je vous dis franchement, c'est magnifique et c'est un bijou vivant jusqu'au jour où il se transforme en chrysalide et ensuite qui devient imago en quittant de l'eau. Nous allons aujourd'hui reprendre, mais nous-mêmes, à faire et à refaire la nature et créer une nymphe qui est vraiment avec son véritable porte-bois. Vous allez me dire de suite, alors il devient complètement givré, vous avez certainement raison, mais en dehors de ça, je tiens quand même à dire à des gens qui ont déjà pris des truites que combien de fois vous avez vidé une truite avant de la cuire, au beurre ou autrement, et vous n'avez pas trouvé des sables dans le stomac de la truite. Voilà. Est-ce que vous avez déjà réfléchi une seule fois, qu'est-ce qu'il fait cette sable dans ce stomac de la truite? Et écoutez, c'est tout simple. Les porte-bois, les porte-fées qui sont en colonie dans nos rivières, ou simples par-ci par-là, ils ont toujours représenté une nourriture très importante pour la truite. Et si vous avez donc le sable dans la ventre de la truite, c'est qu'elle a cherché les porte-bois, elle a dévoré l'animal entier avec son cocon, et vous digérez évidemment la bête, et le sable y reste. Alors, pourquoi la truite mange ça? C'est tout simple, ça a un goût excellent, elle l'aime beaucoup. Nous allons aujourd'hui essayer d'aller un peu au fond de ce petit problème, et même essayer de faire un genre de mouche pour pêcher au fond, donc avec une cloche posée tranquillement, avec 1 litre de rouge et avec un bon camembert. Et vous allez voir, on prend plaisir, c'est très joli, c'est quelque chose de chouette. Voyons maintenant immédiatement comment se fabrique ce porte-bois et surtout, on imite quoi. Fabriquer cette mouche, ce n'est pas un problème, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que, comme partout dans la nature, les insectes, comme des autres animaux ou des plantes, sont toujours adaptés à leur environnement. Si vous trouvez dans une rivière des porte-bois qui ont des cocons en petit sable, ce qu'ils trouvent autour d'eux du petit sable, si vous en trouvez qui ont des coquilles, vous allez en avoir des coquilles autour d'eux, et si vous en trouvez avec derrière des feuilles et des branches, des petits bouts de bois évidemment tout petits, vous allez trouver des bouts de branches autour d'eux. Ils prennent toujours qu'est-ce qu'ils trouvent. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire un hameçon déjà, assez long. On fait un sous-corps en laine, en n'importe quoi, on s'en fout complètement. On imbibe ce sous-corps de colle à 2 composants, genre d'araldite ou patex ou quoi que ce soit. On enlève l'excédent et on va le paner comme une escalope. On met dans du sable. Alors les sables, vous pouvez en trouver, vous prenez des vrais porte-bois séchés, vous les broyez et vous l'utilisez, ou vous prenez des sables dans la rivière, peu importe. Et aussitôt, vous avez un porte-bois pané, et c'est aussi simple que ça. Pour finir, c'est rien, c'est un peu d'autruche, et vous avez le choix, si vous voulez vraiment être super génial et tout, génial, vous mettez un peu des pâtes, alors ça peut être, peu importe, ça peut être des pâtes nouées pour ceux-là qui veulent vraiment faire super bien, ou ça peut être tout simplement un petit coup de coque noir, ou dans notre cas, ce sera un peu le paon, et ça ira très bien. Et vous allez voir, on se met de suite. Il faut bien évidemment, même si ce n'est pas une mouche montée comme des autres, un étau qui tient de l'hameçon. Il faut une paire de ciseaux, un porte-bobine, un enfileur ou passe-fil en cas où on coupe le fil, et une aiguille de bing pour faire le nœud de tête et pour le vernis. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux. Première chose, comme d'habitude, des hameçons. Des hameçons assez longs pour faire vraiment le cocon de porte-bois. Ensuite, le fil de montage est noir. Ensuite, on fabrique un sous-corps avec la laine derrière. La colle, 2 composants époxy. Ensuite, du sable, du gave. Pour le thorax, une plume d'autruche. Et pour des pattes, un peu de pan ou autrement des fibres de queue de faisan nouée. Mettons-nous maintenant à l'étau pour fabriquer cette mouche. On commence une première étape sur l'étau.
on fixe comme toujours le fil de montage. Ensuite, on met un petit bout de laine, n'importe quelle couleur. On le fixe en arrière, mais on laisse jusqu'au devant pour pas faire une saucisse. On le fixe bien, on va devant et en fait, on crée un sous-corps avec cette laine. C'est fait assez rapidement. On l'arrête et c'est tout. C'est la première partie. On coupe l'excédent. On fait 3 demi-clés comme toujours. On coupe et on enlève l'étau. Entre temps, nous allons préparer notre colle pour faire la panure. On commence par mélanger les deux colles, donc la résine et le durcisseur. On met surtout la même quantité pour que ça tienne bien ensemble. Donc on a un petit récipient exprès et on mélange avec la petite spatule jusqu'à ce que ça devienne un peu opaque. Il faut bien mélanger pour que ça prenne bien. Bon, la pâte est prête. On prend notre hameçon et on l'imbibe avec cette colle partout autour. En gros, ça fait l'œuf dans la panure. On en met partout. Il faut penser que la colle rapide, vous avez 5 minutes pour fabriquer votre série de nymphes. Et ensuite, on le met dans le sable. Ici, c'est le sable. On passe et on le panne. Donc, on met bien. On pense bien que l'hameçon soit bien propre. Hop, on enlève qu'est-ce qu'il y a de trop. On crée bien avec des petits ou avec des gros. Hop, l'hameçon derrière doit être bien propre. L'excédent, on enlève. Et on revient à l'étau pour terminer la mouche. Et on refixe notre fil de montage. Pour former le thorax, en fixant 3 fibres d'autruche noire. Pour les pattes ici, j'ai choisi 3 fibres de pan qu'on monte en croix pour faire des pattes. Ensuite, on enroule le thorax, donc la plume d'autruche. On forme le thorax. Hop, il y en a un qui s'est barré. On le remet. Il y en a assez. On fixe. 2, 3. On coupe l'excédent. On forme la tête pour bien fixer le nœud. 3 clés. Coupe le fil. Les pattes. Et la mouche est terminée. Juste un peu comme ça. Et si on veut, un bout de vernis. Je vous l'avais dit, une mouche très réaliste. Alors un de ces jours, on ira pêcher avec. Mais en attendant, on va aller aux sources de Clarens. Aujourd'hui, nous sommes dans un réservoir des sources de Clarens, dans le Lot-et-Garonne, à côté de Casteljaloux. Un réservoir réputé très difficile, car de très belles truites, mais farouches. C'est pas facile. Pour le moment, je tiens un bon bout, mais on va voir si ça va durer.
Joli combat. Très beau poisson. Essayer de la mettre. Ouais, c'est pas encore. Hein. Vu que l'eau est très claire ici, j'ai préféré de mettre un nylon plutôt fin, il est 18 centièmes, mais avec le gros hameçon que j'ai, c'est pas sécurisant. J'aimerais quand même la sortir. Et hop, eh ben, belle bête. Voilà, les sources du Clarence, à côté de Casteljaloux. J'ai commencé la journée avec un classique, donc ma boîte à streamer. J'ai sorti un Pretty Dog rose fluo qui j'aime bien et qui me donne confiance ici. Et effectivement, la première truite a pris en ramenant très lentement grâce à la température d'eau qui est très basse. Il fait froid, on est en hiver encore, c'est pour ça qu'on attend avec impatience l'ouverture de première catégorie qui est dans moins d'un mois. Et donc cette belle truite a quand même bien pris ce Pretty rose fluo. Vous voyez, on était content, mais les heures qui suivent ne se ressemblent pas. Plus aucune touche depuis maintenant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, avec ma mouche qui a pris quasiment au début de suite. Et donc on va essayer notre technique. Il y a l'activité en surface avec le kikobage. Alors on va mettre des petites nymphes et des émergentes. On va le mettre ensemble. On ferme la boîte à streamer et on ouvre la boîte à malice aux nymphes, aux jigs et autres. On monte une potence en haut du bas de ligne avec une mouche italienne, donc une imitation des chironomes avec le fil incorporé. On trouve ces mouches qu'en Italie et c'est redoutable pour truites, ombre et même les poissons blancs. On va essayer de prendre ici, dans ce réservoir réputé avec les beaux poissons mais difficiles, avec cet atout d'origine italienne. On va mettre en pointe une nymphe un peu plus grosse, un petit anti-bredouille comme le mot dit. Ça donne un petit peu de lestage, ça coule légèrement et ça imite quasiment tous les émergentes, aussi bien des chironomes que des sedges ou des fémères. On va essayer avec ce tandem de leurrer une de ces belles et grosses truites de ce réservoir. Toujours mouiller le fil, je vous le dis chaque fois, c'est important pour que le nylon ne chauffe pas quand on serre le nœud. Bon, là-bas il y a un de ces bateaux un peu loin. On essaie d'y aller quand même. Hop, on y est. On va voir si ça fait quelque chose. Là, il y en a une. Hop. Très bien. Tendre. Et attendre. Hop.
Et oui, comme à chaque fois, ça passe très très vite. La semaine du moucheur, c'est déjà fini. Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir un autre numéro. En attendant, pour ceux qui sont impatients, vous pouvez toujours regarder le site internet de la chaîne. Ou si vous êtes très impatient et que vous n'êtes pas encore équipé, eh bien, le numéro de notre répondeur est le 05 59 650 432 si vous avez des questions complémentaires. À bientôt! On va la décrocher.